pour cette intervention sur John Rawls. C'est un philosophe que j'aime beaucoup quand même. Ce principe de différence et ce fameux voile d'ignorance. Alors, mon idée, ce que je vais essayer de vous montrer en quelques minutes, c'est que, me semble-t-il, il n'y a peut-être pas disparition de l'État-providence, mais que cet État-providence se déplace. Ces interventions ont considérablement évolué au cours des dernières décennies, et je pense que c'est cette idée à laquelle nous introduit Franco Modigliani. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est, Guy Quintin, Guy, tu as parlé de l'origine religieuse de ce fameux, cette providence. Et j'y pense en venant souvent à l'université, parce qu'on passe devant une école derrière, une école catholique qui s'appelle la Providence, la Miséricorde. Et bien entendu, il y a cette idée d'un Dieu qui provient, qui nous apporte quelque chose. Et cette idée religieuse, elle a été reprise par l'État laïque. Mais ce que je pense qui est intéressant, c'est que, encore une fois, cette providence, elle se déplace. Et en fonction de l'idée de la justice que l'on a, elle va s'appliquer à des personnes différentes, à des catégories sociales différentes. Et je trouve qu'on le voit très bien, puisqu'on est à Rouen, je me permets de parler de l'un de ses plus grands personnages de l'histoire de France, qui est Jeanne d'Arc. Quand on va à Domrémy, il y a une basilique qui a été construite en souvenir de Jeanne d'Arc. Et on voit quoi dans cette basilique? Eh bien, on voit très bien l'idée qui était en vigueur à l'époque de Dieu. On peut avoir un Dieu bon, un Dieu qui va provenir d'une manière égale à l'égard de tous. Et là, on n'a pas du tout cette idée-là. Dans cette basilique dédiée à Jeanne d'Arc, on a l'idée d'un Dieu juste. Un Dieu juste, ça veut dire quoi? Un Dieu qui récompense et un Dieu qui punit. Et donc, un Dieu qui va provenir à l'égard de certaines personnes en fonction de critères différents. En l'occurrence, ce qu'on voit dans cette basilique, c'est un Dieu qui punit la France au moment de la guerre de 1870, de la France qui est défaite, une France qui se relève, l'idée chrétienne de rédemption, et une France qui gagne en 1918, parce que cette fois-ci, Dieu va intervenir en sa faveur. Donc ce Dieu, il récompense, il punit. Eh bien, mon idée, et ce dont tu as parlé déjà, l'idée de récompenser en fonction des générations, en fonction du lieu et des arbitrages qu'on doit faire, en fonction du lieu, de l'âge où l'on se trouve au sein de la société, est très important pour analyser la providence. Et c'est sans doute la plus grande idée de Franco Modigliani, dont je vais vous parler quelques instants, et puis ensuite voir comment on peut appliquer sa théorie à la fiscalité et aux finances publiques. Donc Franco Modigliani, pendant que, tout en écoutant la théorie de John Rawls, je cherchais sur Internet une photo, cette fois-ci un tableau du peintre Modigliani, qui aurait pu faire le lien entre les deux, mais je n'ai trouvé que des nus de femmes et des sculptures, et donc j'aurais aimé vous en projeter une, mais il n'y avait absolument aucun rapport avec cette idée d'intergénérationnel. Mais Franco Modigliani, il a quand même un point en commun avec Amadeo Modigliani, le peintre, c'est qu'ils sont tous les deux italiens à l'origine. Franco Modigliani né en 1918, donc 40 ans après, une quarantaine d'années après le peintre. Économiste, donc d'abord italien, et puis il va être naturalisé américain, puisqu'il fuit l'Italie au moment des lois antisémites de Mussolini, et il fuit l'Italie et il part aux États-Unis, où il va enseigner dans les plus grandes universités. Il va terminer au MIT à Boston, si je ne me trompe. Il est prix Nobel de l'économie. C'est pas tout à fait exact, il n'y a pas de prix Nobel de l'économie. Il est prix Nobel en 1945, mais c'est pas le prix Nobel, c'est le prix de la Banque centrale de Suède en sciences économiques, qui est délivré en mémoire d'Alfred Nobel, puisque
au moment où les autres prix Nobel sont créés, en 1901, on ne crée pas de prix Nobel d'économie. Son champ de réflexion économique est très important, mais c'est essentiellement sa réflexion relative à l'épargne qui nous intéresse, nous, en tant qu'étudiants en finances publiques et en fiscalité. Et sa grande idée, eh bien, la raison essentielle pour laquelle il va obtenir ce prix Nobel de l'économie, c'est pour son hypothèse relative au cycle de vie. Il va étudier les dépenses, l'épargne que font les individus en fonction de leur situation au sein d'une société et en fonction de leur âge. Et il va distinguer 3 âges différents, les jeunes, ceux qui travaillent et puis les retraités. Et vraiment, pour simplifier, sa grande idée est que, en fonction du moment de la vie à laquelle on se trouve, eh bien, on va épargner d'une manière différente. Au début, on va d'abord désépargner. Pourquoi ? Parce qu'on dépense plus que ce qu'on gagne. Essentiellement pour les parents, les jeunes parents qui ont besoin de beaucoup dépenser pour nourrir leurs enfants, pour les élever. Ensuite, dans une seconde étape, eh bien, l'enfant, après avoir été prescripteur, va gagner sa vie, ça devient un adulte, et là, il va économiser, il va épargner. Et dans une troisième étape, cette fois-ci, grâce à cette épargne qu'on s'est constituée lorsqu'on est retraité, on va éviter une diminution de son mode de vie, grâce à cette épargne qu'on a constituée, telle une fourmi. J'ai considérablement simplifié sa théorie, mais si vous voulez, la grande idée, et ce qui nous intéresse, nous, pour les finances publiques, c'est cette idée de penser un individu en fonction, encore une fois, de son âge dans sa vie, de la génération à laquelle il appartient, et de penser l'économie en fonction de catégories générationnelles et de solidarité entre ces différentes catégories. Voilà la grande, me semble-t-il, pour les finances publiques, le grand apport de Franco Modigliani. Alors, on voit bien que cette solidarité intergénérationnelle, on peut en distinguer 2. Eh bien, cette solidarité, elle peut se faire entre les vivants, ou elle peut se faire des vivants vers ceux qui sont à venir, c'est-à-dire vers les catégories qui vont naître. Donc on peut distinguer deux grandes formes de solidarité intergénérationnelle, et ce sera ma deuxième idée, après avoir présenté très rapidement Franco Modigliani. Eh bien, quel serait l'intérêt en finances publiques ? L'intérêt, c'est qu'en finances publiques, on se rend bien compte que les gouvernants ont des choix. Ceux qui décident des prélèvements et des dépenses ont des choix à faire avec un budget qui est limité et avec des recettes qui le sont également. Et ces dépenses, ces recettes, on va les prélever sur des personnes qui appartiennent à une génération, et on va dépenser en faveur de personnes qui appartiennent, qui sont également ancrées dans une génération. Et on va devoir effectuer des arbitrages, et on le voit très bien avec la fiscalité, avec les recettes ou avec les dépenses. Je vais prendre quelques exemples. La TVA, par exemple, eh bien, on sait que la structure de ce prélèvement obligatoire, elle met en évidence l'existence de transferts instantanés en faveur des plus de 65 ans. Pourquoi ? Parce que sur qui repose essentiellement la TVA ? Sur ceux qui dépensent beaucoup. Et qui est-ce qui dépense beaucoup ? Ce sont essentiellement les familles et les parents lorsqu'ils doivent élever leurs enfants. Donc, en arbitrant en faveur de cet impôt, en l'augmentant ou en le diminuant, on va arbitrer entre des catégories générationnelles. On va faire un choix. On va handicaper une génération. On va en favoriser une autre.
Autre exemple, l'impôt sur les successions. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, évidemment avec la succession de Johnny Hallyday. Ça pose bien entendu un problème. Qu'est-ce qu'on doit laisser aux générations qui vont venir? L'idée de justice qu'il y a par rapport à cette idée de génération. Est-ce que des personnes méritent d'hériter ou non? On voit bien avec le procès relatif à la succession de Johnny Hallyday qu'on a des philosophies tout à fait différentes aux États-Unis et en France. Aux États-Unis, on peut déshériter totalement ses enfants. On peut considérer que c'est l'idée qu'on mérite ce qu'on a gagné. En France, en revanche, on a une idée de l'héritage qui s'inspirait d'une justice peut-être plus traditionnelle, avec une idée de la répartition plus classique. On ne peut pas déshériter totalement ses enfants. Et donc, là encore, les prélèvements, mais également ce qu'on transmet par la fiscalité, par la dépense, on va arbitrer en faveur d'une génération ou d'une autre. Dernier exemple, le vote, tout l'accent qui est mis aujourd'hui sur le vote d'un budget en équilibre. Avec ces règles très importantes, que fait-on? Eh bien, on interdit des déséquilibres, on tente tout au moins d'équilibrer un budget avec ce maître mot de finances publiques qui devrait devenir plus vertueuse. On interdit la dette, et donc le message c'est que toute dépense doit être financée par des impôts et reposer sur une génération, sur les générations actuelles. On interdit en quelque sorte de transférer le fardeau des dépenses sur des générations futures en mettant l'accent sur le vote de ce budget en équilibre. Là encore, on a une idée d'un arbitrage que l'on fait entre des générations à venir ou entre des générations présentes. Voilà l'idée que, me semble-t-il, me paraissait intéressante par rapport à Franco Modigliani, c'est l'idée d'étudier les finances publiques et la fiscalité en fonction de leurs effets sur des catégories générationnelles, sur ceux qui vivent, sur ceux qui vont naître, de ces différents arbitrages. Alors juste, j'ai trouvé un exemple où cette théorie de Modigliani est directement prise en compte par les finances publiques. C'est l'Australie. Et en Australie, tous les 5 ans, eh bien, le Parlement doit rendre un rapport. Alors il a pour cela un service qui prépare ce rapport, un rapport sur les effets de la fiscalité et les effets de la dépense en matière intergénérationnelle. Et ce rapport a été inspiré directement par la pensée de Modigliani pour essayer d'envoyer tout au moins des messages à l'État, à ceux qui décident de ses dépenses et de ses recettes, pour essayer qu'ils puissent comprendre quels sont les effets de leurs décisions en termes de génération. Et ce rapport en Australie a tendance à prendre toujours plus d'importance en raison de la fiscalité environnementale. Essayer de protéger l'environnement pour les générations futures. Donc on a toujours plus cette idée de fiscalité intergénérationnelle. Dernier point par rapport à Modigliani, ce dernier point il est davantage philosophique. Cette fois, essentiellement Stuart Mill ainsi que Schopenhauer, deux philosophes, ont tous les deux réfléchi par rapport à cette idée de fiscalité intergénérationnelle de ces dépenses, de la répartition de ces dépenses dans le cadre d'une justice distributive où on décide de distribuer de l'argent et de prélever par rapport à des générations présentes ou futures. Et leur idée est intéressante au sens où eux, cette idée de prendre en compte des générations à venir, ils ont démontré l'idée exactement inverse de celle de Modigliani,
en disant que, à force de réfléchir toujours plus sur les générations à venir, eh bien on les enchaînait et on ne les libérait pas. Leur grande idée était de dire il existe un droit à ne pas exister. Un droit à ne pas exister. Donc dans le cadre de la démocratie, ce droit à ne pas exister, il implique de penser immédiatement, en quelque sorte, nos dépenses et notre fiscalité, et on n'a pas à envoyer, en quelque sorte, un message, on n'a pas à prévoir l'avenir. Ceux qui préveront, les seuls qui peuvent prévoir l'avenir, ce sont ceux qui vivront à ce moment-là. Donc vous voyez deux philosophes qui viennent contredire, en quelque sorte, cette idée de justice, de davantage de justice, qui passerait par la volonté de penser la providence entre présent et génération à venir. Voilà pour, en quelque sorte, ce contre-pied des théories de Modigliani. J'en ai terminé avec, juste je résume, cette idée que je voulais vous montrer, c'est que peut-être il y a davantage, encore une fois, non pas une disparition de l'État-providence, mais un changement des secteurs d'intervention de là où intervient l'État-providence. Ce changement d'intervention, on peut le caractériser par la fameuse théorie du pot de fleurs. Traditionnellement, on a une fleur, on a un pot, on arrose la fleur. Cette fleur, elle est protégée par les frontières de l'État, elle est protégée par un pot. On arrose et donc on sait en quelque sorte où va l'eau. Éloi, tout à l'heure, tu as parlé de l'évolution de cette idée de providence. On doit intervenir en ce qui concerne la France, en Afrique notamment, pour aider, pour limiter les inégalités. Au bout du compte, ça aboutit à quoi? C'est que, ce qu'on dit, ce que certains théoriciens disent, c'est qu'on a cassé le pot. On a cassé le pot, et donc finalement, cette providence, elle devrait se répandre, elle devrait couler sur l'ensemble du globe quasiment. Le problème, c'est de savoir si, à force de penser de cette manière-là la providence, à force de lui assigner un rôle toujours plus important, on la pense entre des générations différentes, on la pense entre le présent et l'avenir, on la pense entre les riches et les pauvres, eh bien, est-ce que finalement, on ne fait pas disparaître la providence à force d'être trop ambitieux pour elle? L'idée, et je conclurai sur cette dernière idée, qui me fait dire que finalement, il n'y a pas de disparition de l'État-providence, c'est tout simplement l'observation du budget de l'État, où le budget consacré aux dépenses sociales a considérablement augmenté. Il est plus important aujourd'hui que ce qui est consacré aux dépenses régaliennes, et pourtant, on a de cesse de déplorer la disparition de l'État-providence. Peut-être qu'il n'y a pas de disparition, mais à force, encore une fois, d'être trop ambitieux, de dire que l'État-providence, il se joue également dans d'autres États, qu'il se joue non plus à l'intérieur des frontières étatiques, mais pour la France, à l'intérieur de toutes les frontières de l'Union européenne, où là aussi on redistribue, et bien que finalement, l'efficacité de cet État-providence s'est complètement évaporé, même si dans le budget, cet État-providence, il existe plus que jamais. J'en ai terminé.